Écrivez ça dans les commentaires. Les âmes perdues finissent par se retrouver. Cette histoire va bouleverser ce que vous croyez sur la mort et la mémoire. Peut-être avez-vous déjà perdu quelqu'un d'important, porté cette culpabilité, mais si ceux qu'on croit perdus nous cherchent aussi, même à travers les siècles, ce voyage émotionnel va vous donner des frissons, et la fin va vous couper le souffle. Si ça vous touche, likez et abonnez-vous, parce qu'ici on grandit ensemble à travers ces histoires qui changent les vies. Un petit garçon de 5 ans dessine des cartes d'une ville qu'il n'a jamais vue, parlant une langue que personne ne lui a enseignée. Mais ce qui terrifie vraiment ses parents, c'est quand il pleure en suppliant « Où es-tu, mon petit frère ?» Car Elias est enfant unique. Dans le salon baigné de la douce lumière de fin d'après-midi, Sarah observait son fils avec un mélange de fascination et d'inquiétude grandissante. Elias, 5 ans à peine, était agenouillé sur le tapis persan, ses petites mains agrippant des crayons de couleur avec une détermination qui dépassait largement son âge. « Regarde, maman !» murmura-t-il sans lever les yeux de sa feuille. « C'est la maison de pierre blanche. Elle a 3 étages et une terrasse où papa Joseph faisait sécher les tissus. » Sarah sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. « Papa Joseph ?» Elias n'avait jamais eu de grand-père de ce nom. David, son mari, s'appelait bien David. Mais personne dans leur famille ne s'appelait Joseph. Elle s'approcha doucement et s'agenouilla à côté de son fils. Le dessin qui s'étalait devant elle était d'une précision troublante. Contrairement au gribouillis coloré habituel des enfants de son âge, Elias avait tracé ce qui ressemblait à un véritable plan architectural. Des rues se croisaient avec une logique géométrique parfaite. Des bâtiments aux proportions cohérentes s'alignaient le long de voies pavées soigneusement dessinées. « Où as-tu vu cette ville, mon chéri ?» demanda Sarah d'une voix qu'elle s'efforçait de garder neutre. Elias le leva enfin ses grands yeux noirs vers elle. Dans ce regard, Sarah crut déceler quelque chose d'étrange, comme une profondeur qui n'appartenait pas à un enfant de 5 ans. « Je la vois dans mes rêves, maman. C'est là où j'habitais avant, avec Mathias. » Le prénom tomba comme une pierre dans l'eau calme. Mathias, encore ce nom mystérieux qu'Elias mentionnait depuis quelques semaines, avec une nostalgie poignante qui serrait le cœur de Sarah. Qui est Mathias, Elias ? L'enfant retourna à son dessin, ajoutant avec application ce qui semblait être une fontaine au centre d'une place. Mon petit frère, il a 8 ans et il adore les colombes. Il les nourrit tous les matins sur la terrasse. Sa voix se brisa légèrement. Mais je ne sais plus où il est, je l'ai perdu. Sarah échangea un regard inquiet avec David, qui venait d'entrer dans le salon, sa mallette encore à la main. Son mari fronça les sourcils en voyant le nouveau dessin de leur fils. « Encore ces cartes étranges ?» demanda David en s'approchant. « Papa !» s'écria Elias en bondissant vers lui. « Regarde, j'ai dessiné le marché aux épices. Tu te souviens de l'odeur de la cannelle et du safran ?» David pâlit. Il n'avait jamais parlé à son fils de marchés aux épices et encore moins de cannelle ou de safran. Pourtant, dans la voix d'Elias, il y avait cette certitude tranquille de quelqu'un qui décrit un souvenir précis et familier. Ce soir-là, après avoir couché Elias, Sarah et David restèrent longtemps assis dans leur cuisine, les dessins de leur fils étalés devant eux comme autant d'énigmes indéchiffrables. 3 jours plus tard, Sarah sursauta en entendant la voix cristalline d'Elias résonner depuis sa chambre. Il parlait, mais pas en français. Les syllabes étranges qui s'échappaient de ses lèvres avaient une sonorité ancienne, presque sacrée. « Baroch ata Adonai Eloheinu melech haolam » Le sang de Sarah ne fit qu'un tour. Elle gravit les marches 4 à 4, le cœur battant. Dans la chambre baignée par la lumière tamisée de la veilleuse, Elias était assis en tailleur sur son lit, les yeux fermés, se balançant doucement d'avant en arrière, comme s'il récitait une prière familière. « Elias, qu'est-ce que tu dis, mon chéri ?» L'enfant ouvrit les yeux, l'air parfaitement serein. « Je dis merci pour le pain, maman. C'est ce qu'on faisait avant de manger, avec papa Joseph et Mathias. » Sarah sentit ses jambes se dérober sous elle. Ces mots, elle les reconnaissait vaguement. David, d'origine juive séculaire, lui en avait parlé une fois. C'était une bénédiction hébraïque traditionnelle sur le pain. « Où as-tu appris ces mots, Elias ?»« Je les ai toujours sus, maman. Pourquoi tu pleures ?»
Sarah ne s'était même pas rendu compte que des larmes coulaient sur ses joues. Une peur viscérale l'envahissait, mêlée à une émotion inexplicable, comme si elle assistait à quelque chose de surnaturel. Le lendemain matin, David appela son bureau pour prendre sa journée. Ils avaient rendez-vous avec le docteur Martineau, psychologue pour enfants recommandé par leur pédiatre. Dans la salle d'attente feutrée du cabinet, Elias dessinait tranquillement, indifférent à l'agitation de ses parents. Cette fois, il traçait ce qui ressemblait à un imposant bâtiment aux colonnes majestueuses entouré de courts pavés. « C'est quoi ce bâtiment, Elias ?» demanda doucement Sarah. « C'est le temple, maman, le plus beau de tous. Papa Joseph y vend à ses tissus les jours de fête. » David échangea un regard alarmé avec sa femme. Le temple, avec une majuscule dans la voix de son fils, comme s'il parlait d'un lieu unique, sacré. Lorsque le docteur Martineau les reçut, une femme d'une 50aine d'années, aux manières bienveillantes, elle écouta attentivement le récit des parents, puis elle s'agenouilla face à Elias avec un sourire chaleureux. « Dis-moi, Elias, peux-tu me parler de cette ville que tu dessines si bien ?» L'enfant leva vers elle ses grands yeux doux. « Elle s'appelle Yerushalayim », répondit-il avec une prononciation parfaite. « C'est la ville de Dieu, mais maintenant elle brûle, et Mathias a disparu. » Le docteur Martineau resta silencieux un long moment, visiblement troublé par la précision du nom hébreu de Jérusalem dans la bouche de cet enfant de 5 ans. Cette nuit-là, Sarah fut réveillée par des cris déchirants qui glaçaient le sang. Elle bondit de son lit et se précipita vers la chambre d'Elias, suivie de près par David. Leur fils se débattait dans ses draps trempés de sueur, les yeux fermés, mais le visage tordu par une angoisse profonde. Il parlait, ou plutôt suppliait, dans un mélange de français et de cette langue étrange qu'il commençait à reconnaître. « Non, non, Mathias revient, les soldats arrivent !» criait-il d'une voix brisée. « Je te protégerai, petit frère, n'aie pas peur !» Sarah s'agenouilla près du lit et tenta de le réveiller doucement. Mais Elias continuait à vivre son cauchemar éveillé. « Le feu, tout brûle. Papa Joseph, où es-tu » Il sanglotait maintenant, d'une manière si déchirante que Sarah sentit son cœur se briser. « Mathias, prends ma main, ne me lâche pas !» Puis soudain, un cri d'une douleur absolue. « Mathias, je t'ai perdu !» Elias se réveillait en sursaut, le souffle court, les joues ruisselantes de larmes. Quand il vit ses parents penchés sur lui, il se jeta dans les bras de Sarah, tremblant comme une feuille. « Maman, j'ai encore rêvé des soldats en rouge. Ils ont des casques brillants et des lances pointues. Ils brûlent tout, même le temple de Dieu. » David s'assit sur le bord du lit, profondément troublé. Les descriptions de son fils étaient d'une précision historique saisissante. Des soldats romains, la destruction du temple de Jérusalem. Mais comment un enfant de 5 ans pouvait-il connaître ces détails ? « Raconte-moi ton rêve, mon grand, » demanda-t-il doucement. Elias renifla et s'essuya les yeux. « Ce n'est pas un rêve, papa, c'est mes souvenirs. J'avais 12 ans et je m'appelais Johan. Mathias était mon petit frère, il avait 8 ans. On habitait près du temple, dans la maison aux pierres blanches. » Sa voix prit une gravité qui n'appartenait pas à son âge. « Ce jour-là, les soldats romains sont venus. Papa Joseph nous a dit de courir, de nous cacher. J'ai pris la main de Mathias et on a couru, mais il y avait tellement de fumée, tellement de cris. Les gens tombaient partout. » Il s'arrêta, ses petites mains tremblant encore. « J'ai tenu très fort la main de Mathias, mais un soldat nous a séparés. J'ai crié son nom, je l'ai cherché partout, mais je ne l'ai plus jamais revu. » Sarah échangea un regard avec David. L'émotion dans la voix de leur fils était si authentique, si poignante. Ce n'était pas l'imagination d'un enfant, c'était quelque chose de plus profond, de plus réel. « Elias, » murmura-t-elle, « tu penses vraiment que tu étais ce garçon, Johan ?» L'enfant hocha la tête avec une certitude absolue. « Oui, maman. Et depuis que je suis mort, je cherche Mathias. Je veux lui dire que je suis désolé de l'avoir perdu.
Je veux le retrouver. » Cette nuit-là, aucun d'eux ne parvint à se rendormir. Le docteur Martineau était honnête. Le cas d'Elias dépassait ses compétences. Après 3 séances infructueuses, elle recommanda aux parents troublés de consulter une spécialiste peu conventionnelle, mais reconnue dans son domaine. Le docteur Rachel Cohen étudie les phénomènes de mémoire spontanée chez les enfants, expliqua-t-elle prudemment. Certains appellent cela réincarnation. Je sais que c'est difficile à accepter, mais Elias présente tous les critères documentés dans la littérature scientifique. 2 semaines plus tard, Sarah, David et Elias se trouvaient dans le bureau chaleureux du docteur Cohen, une femme d'une 60aine d'années, aux cheveux argentés et aux yeux perçants d'intelligence. Les murs étaient tapissés de livres et de diplômes en plusieurs langues. « Bonjour Elias », dit-elle avec douceur. « J'aimerais que tu me parles de Johan. » L'enfant la regarda avec surprise. « Comment vous savez pour Johan ?»« Parce que je connais d'autres enfants comme toi qui se souviennent d'une vie d'avant. » Elias sembla soulagé d'être enfin compris. Il s'installa confortablement dans le fauteuil et commença à parler avec une aisance déconcertante. « Johan, c'était moi avant. J'habitais dans la maison aux pierres blanches avec papa Joseph, maman Myriam et Mathias. Papa vendait des tissus au marché, les plus beaux de Yerushalayim. » Le docteur Cohen prenait des notes, hochant de la tête avec bienveillance. « Peux-tu me décrire ta maison, Elias ?» Les yeux de l'enfant s'illuminèrent. Elle avait 3 étages. Au rez-de-chaussée, papa stockait les tissus. On habitait au premier étage, et au dernier, il y avait la terrasse où maman étendait le linge. De là, on voyait le temple, avec ses murs dorés qui brillaient au soleil. Il marqua une pause, son visage s'assombrissant. Mathias adorait nourrir les colombes sur cette terrasse. Il leur parlait et elles venaient manger dans ses mains. Il riait tout le temps, jusqu'au jour des soldats. « Parle-moi de ce jour, Elias. » L'enfant ferma les yeux comme s'il revivait la scène. C'était le matin. Papa Joseph est rentré en courant du marché. Il criait que les Romains attaquaient, qu'il fallait partir. Maman pleurait en rassemblant nos affaires. Moi, j'ai pris Mathias par la main. Sa voix se brisa légèrement. Je lui ai promis que je le protégerais. Je lui ai dit « N'aie pas peur, petit frère, je suis là. » Mais je n'ai pas tenu ma promesse. Le docteur Cohen se pencha vers lui. Que s'est-il passé ensuite? On courait dans les rues. Il y avait de la fumée partout, des cris, des gens qui tombaient. Mathias avait peur et il serrait ma main très fort. Puis, un cheval nous a séparés. Le cavalier romain a foncé entre nous et j'ai lâché la main de Mathias. Les larmes coulaient maintenant sur ses joues. Je l'ai appelé, je l'ai cherché partout, mais il avait disparu dans la fumée. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Dans le silence qui suivit, même les parents d'Elias avaient les larmes aux yeux. Le docteur Cohen posa doucement sa main sur l'épaule. « Elias, » murmura le docteur Cohen avec une infinie tendresse, « peux-tu me dire ce qui s'est passé après que tu aies perdu Mathias ?» L'enfant essuya ses larmes et prit une profonde inspiration, comme s'il puisait dans ses souvenirs les plus douloureux. « J'ai couru partout dans la ville en flammes. Je criais son nom, Mathias, Mathias !» Mais ma voix se perdait dans les hurlements et le fracas des épées. Il ferma les yeux, revivant chaque détail avec une précision bouleversante. Le temple brûlait, maman. Ses murs dorés devenaient noirs et la fumée montait vers le ciel comme si Dieu lui-même pleurait. Les soldats romains tuaient tous ceux qui résistaient. J'ai vu des familles entières disparaître dans les flammes. David serra la main de Sarah, bouleversée par l'intensité du récit de son fils. « J'ai cherché Mathias pendant des heures, peut-être des jours. Je ne mangeais plus, je ne dormais plus. Je remontais chaque rue, je fouillais chaque décombre. Parfois, je croyais l'apercevoir au loin, mais c'était toujours un autre enfant. » Le docteur Cohen prenait des notes minutieuses, reconnaissant dans ce témoignage des détails historiques d'une précision remarquable sur la destruction de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ. « Un matin, continua Elias d'une voix de plus en plus faible,
J'ai trouvé papa Joseph. Il était blessé, caché dans une cave avec d'autres survivants. Quand il m'a vu, il a pleuré. Il m'a dit que maman Myriam était morte en protégeant des enfants dans une synagogue. » Sa petite voix se brisa complètement. « Papa Joseph m'a demandé « Où est Mathias ?» Et moi, j'ai dû lui dire que je l'avais perdu. J'ai vu son cœur se briser, maman. C'était ma faute. J'étais le grand frère, je devais le protéger. »« Ce n'était pas ta faute, Elias, » murmura Sarah, les larmes aux yeux. Mais l'enfant secoua la tête avec une détermination tragique. « Si, maman. J'ai promis à Mathias que je le protégerais. J'ai promis à papa Joseph que je veillerais sur lui, et j'ai échoué. » Le docteur Cohen se pencha vers lui. « Que s'est-il passé ensuite, Johan ?»« Papa Joseph et moi, on a survécu quelques années. On s'est installé dans un petit village loin d'Yerushalayim. Mais papa était malade de chagrin, et moi, je ne pensais qu'à Mathias. Chaque nuit, je rêvais de lui, je l'entendais m'appeler « Johan, aide-moi !» Mais je ne pouvais jamais le rejoindre. Il marqua une longue pause, comme si les mots suivants lui coûtaient énormément. J'ai grandi avec cette culpabilité dans le cœur. Même quand je suis devenu un homme, je continuais à le chercher. J'interrogeais tous les voyageurs, tous les marchands. Personne n'avait vu un garçon de 8 ans aux yeux noirs qui aimait les colombes. « Comment ta vie s'est-elle terminée ?» demanda doucement le docteur Cohen. « J'avais 32 ans. J'étais devenu marchand comme papa Joseph. Mais un jour, mon cœur s'est arrêté. Les médecins ont dit que c'était le chagrin qui m'avait tué. » Il regarda le docteur Cohen avec des yeux infiniment tristes pour un enfant de 5 ans. « Et quand je suis mort, docteur, la première chose que j'ai faite, c'est chercher Mathias de l'autre côté. Mais je ne l'ai pas trouvé là non plus. » Dans les semaines qui suivirent cette révélation bouleversante, Elias changea. L'enfant espiègle et insouciant laissa place à un petit garçon obsédé par une quête impossible. Il passait des heures entières à dessiner le visage de Mathias, avec une précision qui glaçait d'effroi ses parents. « Regarde, maman !» disait-il en montrant ses portraits. Mathias avait une petite cicatrice ici, sur le front. Il était tombé en courant après les colombes. Et là, tu vois, il avait toujours de la farine sur les joues parce qu'il aidait maman Myriam à faire le pain. Sarah observait ses dessins avec un mélange de fascination et d'angoisse. Comment un enfant de 5 ans pouvait-il représenter avec tant de détails le visage d'une personne qui n'existait que dans ses souvenirs ? Le comportement d'Elias devenait de plus en plus préoccupant. Il scrutait le visage de chaque enfant qu'il croisait dans la rue, au parc, dans les magasins. Ses petits yeux noirs fouillaient désespérément chaque silhouette, comme s'il cherchait à reconnaître une âme familière dans un corps nouveau. « Mathias, c'est toi ?» murmurait-il parfois en voyant un garçon de 6 ou 7 ans aux cheveux bruns. Les autres parents commençaient à s'inquiéter de ce comportement étrange, et Sarah devait sans cesse s'excuser et expliquer que son fils traversait une phase difficile. Le docteur Cohen continua ses séances avec Elias, documentant méticuleusement chaque détail de ses souvenirs. Un jour, elle apporta des livres d'histoire et des cartes anciennes de Jérusalem. « Elias, peux-tu me montrer où se trouvait ta maison ?» Sans hésiter, l'enfant pointa du doigt un quartier précis sur la carte du 1er siècle. Là, juste à côté du marché aux tissus. Et le temple était ici, ajouta-t-il en désignant l'emplacement exact du temple de Salomon. Le docteur Cohen pâlit. La précision était troublante. Elle ouvrit alors un livre d'archéologie et montra à Elias des photos de fouilles récentes. « Reconnais-tu quelque chose ?» Les yeux d'Elias s'illuminèrent immédiatement. « C'est la fontaine de la place. Et là, c'est les marches où Mathias et moi on s'asseyait pour regarder les marchands. »« Oh, maman !» s'écria-t-il soudain en se tournant vers Sarah. « Ils ont retrouvé notre maison !» Le docteur Cohen échangea un regard stupéfait avec les parents. Ces ruines avaient été découvertes seulement 3 ans auparavant, et les détails révélés par Elias correspondaient parfaitement aux conclusions des archéologues. Ce soir-là, dans son bureau, le docteur Cohen relut ses notes à la lueur de sa lampe.
Elle avait étudié une quinzaine de cas similaires aux siens au cours de sa carrière, mais jamais avec une telle précision historique et géographique. Elle ouvrit alors un dossier poussiéreux et en sortit des photographies d'autres enfants qu'elle avait suivis. Tous prétendaient avoir des souvenirs de Jérusalem antique. Tous mentionnaient la destruction du temple. Et tous parlaient d'un être cher qu'ils avaient perdu dans la tragédie. Se pourrait-il que certaines âmes soient liées pour l'éternité, qu'elles se cherchent à travers les siècles jusqu'à ce qu'elles se retrouvent? Elle prit sa plume et écrivit dans le dossier d'Elias. Hypothèse, réincarnation multiple d'âmes liées à un trauma non résolu. Objectif, inconscient, retrouvailles et guérison karmique. Le lendemain matin, elle appela Sarah avec une proposition inhabituelle. « Je voudrais emmener Elias au parc de Belleville cet après-midi », avait dit le docteur Cohen au téléphone. « J'ai une intuition. Faites-moi confiance. » Sarah n'avait pas compris, mais quelque chose dans la voix de la spécialiste l'avait convaincue d'accepter. À 15 heures, elles se retrouvèrent devant les grilles du parc, Elias tenant la main de sa mère, curieux de cette sortie inhabituelle. Le parc était animé en ce mercredi après-midi. Des enfants couraient sur les pelouses, d'autres se balançaient sous le regard attentif de leurs parents. Le docteur Cohen observait discrètement chaque famille, comme si elle cherchait quelque chose ou quelqu'un. « Maman, je peux aller voir les canards ?» demanda Elias en pointant du doigt l'étang au centre du parc. Sarah acquiesça, et ils se dirigèrent tous les trois vers le point d'eau. C'est à ce moment précis que cela arriva. Elias s'arrêta net, comme frappé par la foudre. Son petit corps se raidit, ses yeux s'écarquillèrent, fixant un point précis de l'autre côté de l'étang. Là, sur un banc, un garçon de 6 ans environ nourrissait les canards avec des miettes de pain. Il avait des cheveux bruns bouclés, des yeux sombres et sur son front. « La cicatrice !» murmura Elias d'une voix étranglée. Sarah suivit son regard et aperçut effectivement une petite cicatrice sur le front de l'enfant, exactement là où Elias l'avait dessiné des dizaines de fois. « Mathias !» chuchota Elias, si bas que seule sa mère l'entendit. Puis soudain, comme mu par une force irrésistible, Elias lâcha la main de Sarah et se mit à courir autour de l'étang, ses petites jambes courant plus vite qu'elle ne l'avait jamais fait. « Mathias !» cria-t-il de toutes ses forces, sa voix portant à travers tout le parc. L'enfant sur le banc releva la tête, leurs regards se croisèrent à travers l'espace et quelque chose d'inexplicable se produisit. Le garçon laissa tomber ses miettes de pain, ses yeux se remplirent instantanément de larmes et il se leva d'un bond. « Johan !» murmura-t-il d'une voix incrédule, comme si ce nom remontait des profondeurs de son âme. Les deux enfants coururent l'un vers l'autre et se jetèrent dans les bras l'un de l'autre au milieu du parc, sous les regards stupéfaits des autres familles. Ils pleuraient tous les deux, sans comprendre pourquoi, agrippés l'un à l'autre, comme s'ils avaient peur de se perdre à nouveau. « Je t'ai cherché partout !» sanglotait Elias. « J'ai cherché pendant si longtemps !»« Moi aussi !» répondit Lucas à travers ses larmes. « Moi aussi, je savais que tu me cherchais !» Sarah et le docteur Cohen s'approchèrent, bouleversés par cette scène d'une intensité émotionnelle extraordinaire. Une femme accourut vers eux, visiblement la mère de Lucas, le visage pâle d'inquiétude. « Lucas, qu'est-ce que se passe? Pourquoi tu pleures ?» L'enfant releva vers elle un visage baigné de larmes. « Maman, c'est mon grand frère Johan. Je le reconnais. Il m'a retrouvé. » La femme regarda alternativement son fils et Elias, complètement désorientés. « Mais Lucas, tu n'as pas de grand frère. Et ce petit garçon ne s'appelle sûrement pas Johan ?»« Si, maman, » insista Lucas avec une conviction absolue. « C'est Johan. Et moi, je suis Mathias. On se retrouve enfin. » Le docteur Cohen s'approcha doucement vers la mère de Lucas. « Madame, je suis le docteur Rachel Cohen. Je pense qu'il faut que nous parlions. » Une semaine plus tard, dans le bureau du docteur Cohen, deux familles bouleversées tentaient de comprendre l'incompréhensible. Marie Dubois, la mère de Lucas, était encore sous le choc de la découverte que son fils de 6 ans portait en lui les souvenirs d'un enfant mort il y a 2 millénaires. Depuis cette rencontre au parc, expliquait-elle d'une voix tremblante, Lucas n'arrête pas de parler de son grand frère Johan. Il dessine les mêmes endroits qu'Elias, mais du point de vue de quelqu'un de plus petit. Le docteur Cohen avait étalé sur sa table les dessins des deux enfants côte à côte. Le contraste était saisissant et bouleversant à la fois. « Regardez, dit-elle en montrant les œuvres d'Elias. Voici la maison aux pierres blanches vue depuis la rue. Et maintenant, observez celui de Lucas.
Elle désigna le dessin de Lucas, la même maison, mais vue de l'intérieur, depuis la cour, avec la perspective d'un enfant plus petit. On y voyait même une échelle pour monter à l'étage, un détail qu'Elias n'avait jamais mentionné. « C'est impossible », murmura Marie. « Comment peuvent-ils connaître les mêmes lieux avec des détails complémentaires ?» Sarah prit la main de son amie car elles étaient devenues proches depuis cette révélation qui bouleversait leur vie. « Le plus troublant, ajouta-t-elle, c'est qu'Elias dort enfin paisiblement depuis qu'il a retrouvé Lucas. Plus de cauchemars, plus de crises nocturnes. » Lucas et Elias, assis par terre, dessinaient ensemble avec une complicité naturelle. Ils se complétaient sans même se parler. L'un ajoutait un détail que l'autre avait oublié. « Souviens-toi, Mathias, les colombes blanches que tu nourrissais avaient une bague dorée à la patte droite. Oui, et papa Joseph les avait achetées au marchand syrien, celui qui sentait toujours le jasmin, répondait Lucas avec enthousiasme. Le docteur Cohen filmait discrètement leurs échanges. Jamais, en 20 ans de carrière, elle n'avait assisté à une confirmation aussi précise de souvenirs partagés entre deux enfants prétendant avoir vécu dans la même famille 2000 ans auparavant. « Lucas, demanda-t-elle doucement, peux-tu me raconter le dernier jour, celui des soldats ?» L'enfant leva vers elle ses grands yeux innocents, mais son expression se voila d'une tristesse profonde. « J'avais très peur, docteur. Il y avait de la fumée partout, des gens qui criaient. Johan tenait ma main très fort. Il me disait « N'aie pas peur, petit frère, je te protège. » Elias s'approcha instinctivement de Lucas et passa son bras autour de ses épaules. « Continue, Mathias. Qu'est-ce qui s'est passé après ? » Un gros cheval noir est arrivé entre nous. Le soldat dessus avait une cape rouge et une lance brillante. J'ai senti ta main lâcher la mienne. Et après, je me suis perdu dans la fumée. Les larmes coulaient sur ses joues. Je t'ai appelé, Johan. J'ai crié ton nom, mais il y avait trop de bruit. Puis, des gens m'ont emporté et je ne t'ai plus jamais revu. Qu'est-il arrivé ensuite, Lucas ? Demanda le docteur Cohen avec une infinie douceur. Des étrangers m'ont recueilli. Ils étaient gentils, mais ce n'était pas ma famille. J'ai grandi avec eux. Mais toutes les nuits, je rêvais de Johan. Je savais qu'il me cherchait, je le sentais. Lucas regarda Elias avec une tendresse qui n'appartenait pas à l'enfance. Je savais qu'un jour on se retrouverait. Et maintenant, c'est fait. Dans le silence ému qui suivit, le docteur Cohen comprit qu'elle assistait à quelque chose de rarissime. La guérison de deux âmes blessées qui avaient traversé les siècles pour se retrouver. Les séances communes entre Elias et Lucas avaient pris une tournure profondément émouvante. Dans le cabinet du docteur Rachel Cohen, les deux enfants étaient assis face à face, leurs petites mains entrelacées, leurs yeux fermés dans une concentration qui dépassait leur âge. « Johan, » murmura Lucas de sa voix douce, « tu pleures encore pour moi ?» Elias ouvrit brusquement les yeux, des larmes coulant sur ses joues. « Je t'ai abandonné, Mathias. J'étais ton grand frère, je devais te protéger. Quand les soldats sont arrivés, j'ai couru sans me retourner. » Sarah et David observaient leur fils avec une douleur au cœur. Cette culpabilité qui rongeait leur petit garçon depuis des mois semblait si réelle, si profonde. Les parents de Lucas, Marie et Pierre, serraient les mains l'un de l'autre, témoins de cette scène qui défiait toute logique. Lucas secoua doucement la tête, avec une sagesse troublante pour un enfant de 6 ans. « Non, Johan, tu ne m'as pas abandonné. Les soldats m'ont attrapé près de la fontaine. Tu criais mon nom, tu essayais de revenir, mais papa t'a tiré par le bras. Il t'a dit « Sauve-toi, mon fils !» Le docteur Cohen prenait des notes fiévreusement, captivant chaque détail de cet échange extraordinaire. Les deux enfants semblaient revivre cette scène, vieille de 2000 ans, avec une clarté saisissante. « Tu te souviens de ça ?» demandait Elias, sa voix tremblante d'espoir. « Je me souviens de tout, grand frère. Je me souviens que tu m'apprenais à écrire sur les tablettes d'argile. Je me souviens que tu partageais toujours ton pain avec moi. Je me souviens que tu chantais pour moi quand j'avais peur des orages. » Elias sanglotait maintenant, libérant des années, des siècles de culpabilité refoulée. « Mais je n'ai pas pu te sauver. » Lucas se leva et enlaça son ami. « Tu m'as sauvé, Johan. Tu m'as donné de l'amour. Même quand les soldats m'ont emmené, je pensais à toi.
Je n'avais pas peur parce que je savais que mon grand frère m'aimait. Le silence qui suivit était chargé d'une émotion palpable. Même le docteur Cohen avait les larmes aux yeux. Les 4 parents assistaient à quelque chose qui transcendait leur compréhension, 2 âmes qui se guérissaient mutuellement après des siècles de séparation. « Tu me pardonnes ?» chuchota Elias. « Il n'y a rien à pardonner, » répondit Lucas avec un sourire radieux. « Tu as été le meilleur grand frère du monde. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, Elias dormit paisiblement. Plus de cauchemars, plus de cris dans son sommeil. Sarah le trouva au matin avec un sourire serein sur le visage, murmurant doucement « Merci, Mathias. » 6 mois s'étaient écoulés depuis cette séance bouleversante. La transformation était remarquable. Elias et Lucas étaient devenus inséparables, leurs 2 familles formant désormais un clan uni par des liens qui dépassaient le sang. Chaque dimanche, ils se retrouvaient pour des déjeuners familiaux, où les rires des enfants résonnaient dans le jardin. Elias avait rangé ses cartes obsessionnelles de Jérusalem dans une boîte spéciale, un trésor de souvenirs qu'il regardait parfois avec Lucas, non plus avec douleur, mais avec une douce nostalgie. « Regarde !» dit Lucas en montrant un dessin. « C'est là où on jouait aux osselets. »« Et ça, c'est l'endroit où maman achetait les figues que tu aimais tant, » répondit Elias en souriant. Sarah observait cette scène avec émerveillement. Son fils avait retrouvé sa joie de vivre, mais il y avait en lui une profondeur nouvelle, une maturité étonnante mélangée à l'insouciance de l'enfance. Le docteur Rachel Cohen finalisait son étude sur leur cas exceptionnel. Ce que nous avons documenté ici dépasse tout ce que la science conventionnelle peut expliquer, confia-t-elle aux parents. Mais les résultats sont indéniables. Ces 2 enfants ont trouvé la paix en se retrouvant. Son livre, Les âmes liées, le cas de Jérusalem, deviendrait une référence mondiale, apportant espoir à d'autres familles confrontées à des phénomènes similaires. Des dizaines de témoignages affluèrent du monde entier, des enfants qui parlaient de vies antérieures, qui cherchaient des êtres chers perdus dans le temps. L'histoire d'Elias et Lucas fit le tour des médias internationaux. Des documentaires furent tournés, des conférences organisées. Mais pour les 2 familles, l'essentiel résidait dans cette fraternité retrouvée. Un soir d'été, alors que les 2 garçons jouaient dans le jardin, Sarah demanda à son fils « Tu te souviens encore de « avant » ?» Elias leva les yeux vers elle, ses yeux brillant d'une sagesse ancienne mélangée à l'insouciance de l'enfance. « Oui, maman, mais maintenant c'est différent. Avant, les souvenirs me faisaient mal. Maintenant, ils me rendent heureux parce que je sais que Lucas va bien. »« Et tu ne cherches plus ton frère perdu ?» Elias sourit et pointa vers Lucas, qui riait aux éclats en poursuivant un papillon. « Je l'ai trouvé. Il n'était pas vraiment perdu, tu sais. Il m'attendait juste. » Cette nuit-là, comme chaque nuit depuis leur réconciliation, les 2 garçons firent le même rêve. Ils marchaient ensemble dans les ruelles ensoleillées d'une Jérusalem ancienne, mais cette fois, ils n'étaient plus séparés par les soldats romains. Cette fois, ils tenaient fermement la main l'un de l'autre, 2 frères éternels réunis au-delà du temps et de la mort. Au réveil, ils se téléphonaient toujours pour se raconter ce rêve merveilleux. Et dans leur voix résonnait la certitude profonde que l'amour véritable ne connaît ni frontières ni fin. L'histoire d'Elias et Lucas prouvait que certains liens transcendent la mort elle-même et que les âmes destinées à se retrouver finissent toujours par se rejoindre, même après des siècles de séparation. Avant de partir, pense à cette personne que tu cherches encore. Si tu l'as ressentie, écris juste « Moi aussi, je cherche ». Cette histoire se termine, mais ce qu'elle a éveillé en toi continue. Peut-être qu'on ne perd jamais vraiment ceux qui nous sont destinés. Ils nous retrouvent toujours. Cet écran s'éteint, mais garde cette flamme vivante. Si tu ressens comme nous, tu fais partie de ceux qui comprennent. Like si ça t'a touché. Abonne-toi pour explorer d'autres mystères de l'âme. Parce qu'ici, chaque histoire est une vérité que le cœur reconnaît déjà.